Les expositions de photographie animalière suscitent souvent l'engouement du public. Le Festival international de la photo animalière et de nature se tient en France, à Montier-en-Der. Des dizaines de milliers de visiteurs se pressent chaque année pour s'ouvrir au spectacle fascinant de la nature sauvage. Mais derrière ces images qui rivalisent de beauté, il y a des hommes qui consacrent leur vie à nous faire découvrir et aimer la nature. Leurs images racontent une histoire secrète, dont le cliché photographique ne reflète que la partie visible. Nous sommes en Bretagne, dans l'archipel de Molène. Christophe Courteau accompagne le délégué régional adjoint de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en tournée de surveillance. Il espère pouvoir photographier les phoques gris qui fréquentent ces récifs. Là, la mer est blanche, là, on devrait les voir facilement. S'ils ne sont pas trop éloignés, on devrait les voir. Ouais. Il y en a un. Muni d'un puissant téléobjectif, Christophe n'a que quelques secondes pour repérer l'animal, cadrer et déclencher. Il est là. Avec un objectif stabilisé, on arrive à faire des photos des phoques qui sont dans l'eau, qui vont, qui viennent, qui font le bouchon, c'est-à-dire qui dorment en prenant leur respiration et qui vont s'enfoncer dans les algues. Quand ils reviennent à ce moment-là pour reprendre leur respiration, c'est le moment où on peut faire les photos des gros plans des têtes. Alors ça c'est un gros mâle. On voit bien le mâle, on le reconnaît, hein, il a une forme avec un nez un peu cassé comme ça. Là en fait il vient nous observer, c'est lui qui vient à nous. Hein. Il vient nous observer, et puis après ben, il va reprendre sa sieste tranquillement en faisant son bouchon et en respirant. Voilà, on le voit bien, il a un peu un air triste là. Ah voilà, super, l'œil est très très net. Ça c'est juste avant de plonger. Passionné par la Bretagne et ses côtes sauvages, Christophe travaille régulièrement sur l'île de Beniguet. C'est une île qui est une réserve de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, entièrement dédiée à la protection de la nature et surtout dédiée à la protection des oiseaux. Ici nichent des milliers de goélands, des dizaines d'utriépis, des dizaines et des dizaines de sternes naines, sternes pierre-garin, de sternes kojek, des cormorans, plein de limicoles, comme le grand gravelot. C'est un endroit assez magique parce que c'est une île qui est assez sauvage. La partie terrestre de l'île, là où nichent la plupart des oiseaux, est interdite au public. Donc moi je suis le photographe privilégié. Je viens ici depuis 10 ans faire des photos. Je suis venu la première fois invité par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et puis la confiance s'est installée entre la direction de la réserve, les gardes, et puis moi. Et ils ont vu mon travail. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu revenir sur l'île et puis approfondir mon travail. Et c'est cette confiance-là qui m'a permis de pouvoir ramener des images qui sortent de l'ordinaire et des images qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. C'est pas mal du tout. C'est assez étrange. Et puis les sternes, par exemple, ici à Beniguet, c'est fantastique de pouvoir observer depuis son affût la vie quotidienne de ces oiseaux qui sont magnifiques, qui sont fins, tout en finesse, tout en élégance. C'est la grâce même, une sterne qui fait le survol au-dessus de l'eau, qui plonge ensuite, ou qui va juste planer dans le vent avant d'atterrir sur son nid tranquillement. C'est magnifique. De savoir qu'on est à quelques mètres et de pouvoir entendre juste le crissement de son bec quand elle lisse ses plumes, alors qu'on est là à 5 mètres, 3 mètres,
C'est extraordinaire parce que personne d'autre ne peut partager ce moment, on est privilégié. Ce sont des micro-instants, ça dure quelques secondes et c'est fabuleux. Et là, j'arrive à rentrer dans l'intimité des oiseaux. Maintenant, depuis 10 ans, j'arrive à sortir des images qui sont assez sympas alors qu'on est tout juste en face du port du Conquet. Donc ça reste une île très sauvage, très intéressante. C'est une île que j'adore. Et puis, j'aime beaucoup aussi aller travailler en Afrique australe, notamment Namibie, surtout Botswana. Et qu'en Afrique, on travaille essentiellement en voiture, alors qu'en France, les techniques sont très différentes. C'est surtout l'affût qui prime, l'approche, à pied, camouflé. Donc on a deux façons de travailler très différentes, en tout cas dans mon cas. Au Kenya, on approche avec sa voiture, on se positionne et on attend et on fait de très bonnes photos. Moi, je trouve ça magnifique, les animaux habituels. Moi, je rêverais d'avoir autour de chez moi les renards, les blaireaux, les oiseaux, que je puisse les approcher, les photographier et que les cerfs et les biches lui partent. Je vois pas que leur cul, quand ils foutent le camp en courant, terrorisés par moi. J'adorerais que les animaux soient comme au Kenya. Les animaux en France sont beaucoup plus, pour la plupart, beaucoup plus farouches que dans d'autres pays. Si on prend l'Afrique ou d'autres, ou l'Antarctique, ou d'autres régions où même l'homme n'a jamais été vu, où les animaux sont vraiment tout proches et sont peu craintifs. Donc, mais en même temps, c'est ce qui est vraiment important et c'est ce qui me plaît. Cette difficulté, cette approche, c'est qu'il y a toute une période donc d'observation, d'affût. C'est ça qui est vraiment, moi, qui me plaît, qui est important. C'est cette difficulté, si tout de suite on arrive et que l'animal est là, c'est pas pareil. Ici, faire des photos de castors ou de hérons ou d'autres, des espèces qui sont hyper farouches ou même des espèces chassées, hein, ça permet d'avoir une approche différente, avec un temps d'observation, avec des techniques, des ruses. Il va falloir un petit peu gamberger pour voir quelle astuce on va pouvoir étudier pour essayer de pouvoir le photographier. Donc c'est assez formateur et c'est plutôt plaisant en tous les cas. Lorsqu'il n'est pas en voyage en Éthiopie, au Canada ou au Kamchatka, Vincent Munier revient toujours avec plaisir dans sa région natale, explorer les rives de la Moselle sauvage. Au cours de ses promenades naturalistes, il a appris à décrypter les moindres indices de présence animale. Ainsi, des branches rongées témoignent de la présence de castors. Il y en a un qui est en lisière là-bas. Contrairement à son cousin américain, le castor européen est surtout actif la nuit. C'est donc au coucher du soleil que Vincent peut le voir sortir de son terrier. Ce soir, la lumière est idéale et le décor particulièrement esthétique. Des conditions indispensables pour le photographe. Vincent se dissimule non loin d'une branche de saule qui pourrait bien susciter l'appétit du rongeur. Il n'y a plus qu'à attendre que la gourmandise du castor l'attire par ici.
Si Vincent Munier est le photographe le plus estimé de sa génération, c'est sans doute grâce à la dimension artistique de ses images. Il réussit à sublimer même les espèces animales les plus communes. Une photo de mésange, donc un oiseau très commun, la mésange noire, que l'on trouve un peu partout dans toutes les forêts de France. Donc là, j'ai vraiment essayé de mettre, comme souvent, l'animal dans son milieu. Donc l'animal est relativement loin. Essayer de saisir une certaine attitude et toujours la lumière qui fait une image, c'est très, très important. Donc là, tout était, pour vous dire, je ne suis pas arrivé comme ça au détour d'un sentier et j'ai vu une mésange passer, je l'ai faite en photo. Non, là, ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Cette branche qui était très jolie, j'avais repéré qu'à une heure bien précise, il y avait un jeu de lumière qui était très chouette, avec un fond qui était sombre derrière. Donc je voulais la faire en vol dans cette partie noire. Donc il y a des petites astuces. Donc là, il y a des petits, je la nourris, je mets des graines de tournesol. Et puis j'attends de saisir ce moment. Et la lumière, en plus, ne durait que très peu de temps, ce contre-jour-là. On peut apercevoir le givre sur les branches qui donne aussi un caractère assez sympa. Un photographe, c'est avant tout un regard. Avec un matériel très basique, par exemple un appareil réflexe et un objectif 50 mm, vous pouvez faire des images exceptionnelles. Utiliser une très longue focale, c'est-à-dire 500 mm ou plus, permet d'isoler beaucoup plus le sujet dans son environnement et de jouer avec le flou autour pour centrer le regard sur le sujet photographié. Donc moi, pour ma part, j'ai choisi une focale encore plus pointue qui est de 600 mm parce que pour les mammifères, c'est une focale qui permet une distance confortable de travail puisqu'on n'est pas obligé de s'approcher autant de l'animal. On peut le voir mieux évoluer dans son milieu. Par contre, c'est un monstre à transporter, c'est très lourd et il faut être relativement costaud et sportif pour faire de l'approche avec un 600 mm, plus un trépied naturellement, qui est quand même très encombrant. Un petit matin du mois de mai dans les Vosges. C'est le moment que Fabrice Cahez préfère pour tenter de repérer et d'approcher le chevreuil. Attentif au moindre indice qui trahirait la présence du timide animal, le photographe se laisse guider par son instinct. Voilà, petite pincée de talc qui s'envole, ça nous indique dans quel sens souffle la brise, puisque ce matin il n'y a pas énormément de vent. Toujours avancer avec le vent de face, si l'on veut photographier des mammifères. Un renard, un chevreuil est capable de sentir une présence humaine à 150 mètres ou 200 mètres, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Perdu dans la brume, un chevreuil aboie. Fabrice doit parvenir à le localiser avant que lui-même ne soit repéré. Le décor est très joli et c'est vrai qu'on commence à penser à une belle photo. Tant que le soleil perce la brume avec des tons pastels qui seraient au conditionnel du plus bel effet. Je sais quand je vois un chevreuil, quand je vois un chat forestier, en fonction de tel ou tel comportement, je sais si je peux l'approcher ou si je dois rester tranquille. Les oreilles qui sont largement écartées et très tendues, ça veut dire qu'il a entendu un bruit bizarre, qu'il essaye comme de véritables radars d'actionner ses pavillons auditifs pour détecter l'origine de ce bruit. Et quand on voit le chevreuil, par exemple, qui cherche à contourner le photographe pour mieux prendre son vent, on sait que là,
de toute façon on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans la séance photographique. Plutôt que d'espérer le passage du chevreuil en un lieu fixe, Fabrice préfère garder sa mobilité pour le repérer de loin. Il peut ensuite tenter de l'approcher subrepticement, tout en se confrontant au sens aiguisé de l'animal. L'approche photographique, l'approche des mammifères, est pour moi la méthode la plus palpitante, la plus vivante en tout cas, la plus sportive. Et c'est celle qui nous propose sûrement les plus belles sensations, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on se retrouve à égalité avec l'animal. Et quand on sait combien les sens d'un animal sauvage sont exacerbés, eh bien on n'a pas le droit de faire trop de bruit, on doit toujours être bien dissimulé, et c'est ce qui est palpitant. Alors quand l'animal en plus ne vous a pas vu, quand vous arrivez mètre par mètre à défier sa méfiance, eh bien c'est un véritable régal, parce que c'est là que naissent les plus belles sensations. Et donc c'est vraiment cette technique de l'approche que je préfère. La plus belle des sensations est sans doute de croiser le regard de l'animal, le regard en particulier de certains prédateurs comme le renard ou le mystérieux chat forestier. Croiser un jour dans son viseur les fabuleuses prunelles vertes du chat forestier est un moment très fort, un moment très fort pour qui aime la nature sauvage, pour qui aime le mystère, pour qui aime l'authenticité, pour qui aime la profondeur d'un regard. Fabrice a repéré un chat forestier. Le félin lui tournant le dos, il pourrait s'en approcher discrètement en suivant la haie du champ. Mais deux chevreuils viennent justement de sortir de la forêt. En voyant venir le photographe, il s'enfuirait immédiatement, ce qui alerterait le chat forestier. Fabrice n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Fabrice peut enfin se glisser silencieusement le long de la haie. Le chat forestier ayant l'attention portée ailleurs, c'est le moment de s'avancer, en restant dans une zone ombragée. S'il s'assoit, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à l'interpeller. Alors dans ce cas-là, il faut mieux arrêter de déclencher, arrêter de bouger, savoir attendre 5 minutes, un quart d'heure, parfois 20 minutes, parce qu'un chat forestier est un animal très flegmatique, qui va prendre son temps, et il faut savoir être aussi patient que lui. C'est seulement lorsqu'on connaît bien son sujet, qu'on sait exactement par quel endroit il va arriver, quelle direction il va prendre. Et c'est quand on connaît tous ces éléments-là qu'on peut réaliser de bonnes images. Mais jamais comme ça par hasard, ou alors très gros coup de chance. Je crois que la chance est à mettre surtout au profit de la persévérance, au profit de l'instinct, au profit de la connaissance, au profit de l'expérience, au profit aussi parfois, pourquoi ne pas le dire, du talent. Et c'est tout ça qui fait un photographe animalier. Dire j'ai eu un coup de chance, oui bien sûr on a eu un coup de chance, mais si on n'avait pas été là à ce moment-là, si on n'avait pas choisi d'être là, la chance ne serait pas venue. La part du hasard, elle existe bien entendu, la part de la chance aussi, mais elle est quand même reléguée au deuxième plan. C'est essentiellement la préparation dont va dépendre le succès de la photo. Un affût mal préparé, c'est un affût qui va échouer
pratiquement à tous les coups. Donc la préparation, l'observation préalable, c'est la clé de la réussite. Je vais installer mon affût en fonction de ça, par rapport à un spot particulier, où je sais que l'animal va venir là, il a ses habitudes, il va passer ici. Bon, ben j'oriente mon affût en fonction de ça, de façon à avoir, soit je choisis un contre-jour délibérément, et là je vais me mettre à l'opposé, ou alors au contraire, je vais essayer d'avoir un angle qui correspond en fonction du terrain, parce qu'on ne peut pas toujours se mettre là où on veut, effectivement, s'il y a de l'eau, s'il y a un trou. Tout état de cause, c'est la préparation, l'observation, longue parfois, qui demande plusieurs semaines parfois. C'est ça qui conditionne la réussite. Le problème dans ces cas-là, c'est plutôt d'arriver à construire un affût, qui est quand même un truc important hein, dans un milieu naturel. C'est une construction qui se voit, même si on essaie de la faire de la façon la plus discrète possible. Et il ne faut pas que les animaux soient perturbés par cette construction-là. Normalement, ils n'ont pas conscience de notre présence, parce qu'on vient, quand c'est des espèces difficiles, on vient à la nuit, on ressort à la nuit pour pas qu'ils puissent nous voir approcher. Et par contre, notre affût, il faut bien le mettre, et ça, ils sont obligés de le voir. C'est ça qu'ils doivent accepter. Il peut même arriver que l'affût soit placé au pied d'une cascade, comme lorsque Daniel Magnin photographie le cincle plongeur. Le cincle plongeur, c'est un oiseau très discret, avec des couleurs assez ternes finalement, mais il est très original par son comportement. C'est un oiseau qui ne quitte jamais la rivière. C'est le seul passereau qui est capable de nager, de plonger et qui va chercher sa nourriture au fond de l'eau. Pour repérer le nid ici, ça s'est passé tout d'abord à l'automne, à un moment où la cascade, il y avait très peu d'eau dans la cascade, et j'en ai profité pour faire un repérage, et ça m'a permis de voir qu'il y avait un ancien nid, donc au printemps suivant, je suis venu voir si le nid était de nouveau occupé. L'oiseau étant relativement petit, Daniel doit placer son affût à moins de 15 mètres du nid. Le nid est invisible parce qu'il est caché par l'eau qui tombe à gros bouillon. Les jeunes ont déjà une bonne quinzaine de jours. Et le couple de 5 donc, va et vient très régulièrement le long de cette rivière pour leur apporter du ravitaillement. Les cincles font une grande consommation de ces larves de frigane qu'on appelle aussi les traîne-bûches. Il va les pêcher en s'immergeant donc complètement sous l'eau et en retournant les galets avec son bec. Ne pouvant se permettre d'effrayer le couple d'oiseaux en période de nourrissage des petits, Daniel profite des quelques minutes où les cincles quittent le nid pour installer son affût. Une autre particularité du cincle, c'est de commencer la saison de reproduction très tôt. Donc la formation du couple s'accompagne bien sûr des parades nuptiales. Il n'y a que la femelle qui s'occupe du garnissage intérieur du nid. Le nid du cincle est toujours construit au-dessus de l'eau, ce qui fait que les jeunes cincles sortant du nid avant de savoir voler, leur premier contact avec le monde extérieur, c'est une chute dans l'eau. Les jeunes étant sortis du nid continuent d'être nourris par les parents et on les voit ici à l'approche de l'adulte ouvrir grand le bec et se prosterner comme ils ont l'habitude de le faire en relevant les ailes et en criant beaucoup. En Franche-Comté, Florent Cardinaux souhaite photographier des renardeaux nés quelques semaines plus tôt.
En venant à l'aube, il doit s'assurer que la famille de renards dort encore avant de s'approcher à quelques mètres du terrier. Il y a aussi un autre facteur important, c'est la lumière. C'est-à-dire que la lumière sur cette clairière, elle donne que le matin. C'est pour ça que là, pour cet affût au renardeau, j'ai tablé sur la matinée. C'est très important, c'est de ne pas se faire repérer, parce qu'une fois que vous êtes repéré par l'animal, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, d'avoir des attitudes naturelles. Il devient plus méfiant, il se montre beaucoup moins, donc c'est beaucoup plus difficile de photographier dans de bonnes conditions. Pour mieux se fondre dans le cadre végétal, Florent construit directement son affût sur place. Une fois installé, le photographe sait qu'il peut avoir à attendre des heures sans que la famille de renards ne se montre. Mais en ce cas, la matinée n'aura pas été perdue pour tout le monde. Araignées, fourmis, moustiques et limaces se seront fait un malin plaisir à venir chatouiller le photographe immobile. Malheureusement, au lieu de rester près de leur terrier dans la clairière, les renardeaux préfèrent jouer en sous-bois, là où la lumière fait défaut. Florent consomme sa pellicule avec parcimonie plutôt que de la gaspiller pour des images qui risquent d'être trop sombres ou floues. J'utilise du 400 ASA donc en sous-bois. Ce matin j'étais un peu juste, pour ça il me faudrait un peu plus de lumière quand même. Mais bon, de toute façon on n'est jamais satisfait à 100% d'une image, donc en général ce que je fais c'est que j'y retourne plusieurs fois, je persévère. Et puis un jour, alors là, tout est parfait, toutes les conditions sont réunies. Et c'est là qu'on fait la grande image. Et alors quand cette photo-là arrive, alors là c'est vraiment le grand moment, quoi. Là on sait pourquoi on s'est battu, on sait pourquoi on s'est levé tôt le matin. Mais je pense qu'une bonne photo, elle se pense avant. C'est-à-dire, moi j'ai souvent l'image en tête. Je pense l'image et ensuite j'essaye de recomposer cette image, quoi. Dans la vérité, dans la réalité. Une bonne photo, pour moi, c'est la photo qui réunit plusieurs éléments, c'est-à-dire à la fois une attitude ou un comportement intéressant de l'animal, le milieu dans lequel il vit, c'est-à-dire qu'on doit comprendre pourquoi cet animal est à cet endroit, mais ça doit être en plus un décor esthétique
Et le tout doit être sous une lumière intéressante. Une belle photo animalière, ça va être un animal qui va avoir une belle attitude, non pas une attitude figée, un petit peu qui serait posté comme ça sans intérêt. Après, que ce soit une espèce rare ou pas, c'est presque secondaire. Si on fait une photo de colvert sous l'eau, comme on a fait sur le lac Léman par exemple il y a quelques années, qui est vraiment sympa avec une belle composition et comme c'est vu sous l'eau, un angle original, on trouve ça aussi bien que d'aller faire une photo de lynx, peut-être pas, mais bon, d'un animal rare en tout cas. C'est vrai que c'est la force de la photo elle-même, de l'image qui parle. Plus l'animal est rare et difficile à voir, plus ça va être documentaire et moins on pourra innover. Moi j'ai essayé de faire des photos du rarissime ours du Gobi, il n'en reste qu'une vingtaine au monde, ou de la panthère des neiges. Là, si vous voyez l'animal, déjà c'est extraordinaire. Si vous l'avez en photo, c'est le scoop, même si la photo est un peu loin et mal cadrée. Donc là, on ne peut pas innover. On peut innover qu'avec des espèces très communes, qu'on a l'habitude de voir, des espèces faciles. La notion même de la bonne photo, chez nous même, a évolué au fil du temps, c'est bien évident. Je pense que d'ailleurs pour la plupart des photographes animaliers, dans les années 80, on faisait rarement une belle photo d'animaux. Faire une photo d'animaux à l'époque, c'était, avec le matériel qui était quand même beaucoup moins performant, c'était réussir à approcher suffisamment un animal pour l'avoir plus ou moins en gros plan, si possible avec une belle lumière sur la photo. À l'heure actuelle, c'est plus ça, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut une belle composition, il faut une approche esthétique, c'est différent. Et ça, c'est l'évolution de notre travail, et c'est aussi l'évolution du matériel qui permet maintenant d'imaginer les photos, des photos qui n'étaient même pas envisageables il y a encore 10 ans. On cherche maintenant des photos différentes, quoi. On cherche des photos. Moi, je me rappelle, j'étais allé en agence, j'étais tout fier, j'avais fait des photos de perdrix bartavel. C'est un oiseau quand même assez difficile à photographier, un animal très très discret. Et puis j'avais montré mes photos, et puis le gars il me disait, mais c'est statique ça, tu posais sur un caillou. Non, je veux de la bartavel en vol. C'est impossible, la bartavel en vol, elle décolle à 80 à l'heure, elle tombe comme un caillou dans le vide, c'est impossible à faire. Et donc les gens souvent ne se rendent pas compte. Il y a eu une époque pour ça où on n'avait pas le matériel qui permettait de faire des photos d'action, où on ne voyait, il y a 30 ou 40 ans, que des animaux figés, postés, avec des attitudes un petit peu ahuries comme ça. Maintenant c'est fini, on essaye on a la technique qui nous permet d'avoir du mouvement dans l'image. Une photo d'un mouvement, ça va te figer le mouvement dans une attitude que l'œil ne verra jamais. C'est ça qui est extraordinaire. Surtout quand on travaille avec des hautes vitesses, une hermine qui bondit, l'œil humain voit une flèche blanche qui passe à tout, on voit rien. Est-ce que la photo est extraordinaire pour ça? Et puis bien sûr, alors avec les très hautes vitesses, moi j'en fais pas, mais les gens qui font des photos de papillons en vol, c'est extraordinaire. On voit les ailes du papillon qui se courbent, ce qu'on ne verrait jamais à l'œil nu. La photographie de papillons en vol est justement la spécialité de Ghislain Simard. Cet ingénieur a construit un dispositif spécial pour réaliser des images hors du commun. Je monte un grand angle pour faire la prise de vue en contre-plongée. C'est à peu près là qu'on arrête de faire de la photo normale. J'ai commencé par photographier les papillons gentiment posés sur une fleur, ce qui est déjà pas si simple que ça, pour finir par me rendre compte qu'il manquait quelque chose de très important dans mes images, et qui était lié au fait que les papillons sont de vraies fleurs volantes et ils passent plus de la moitié de leur existence à voler, et j'avais pas une seule image de papillon pris en plein vol. Photographier un animal qui mesure 2 ou 3 cm et qui se déplace à 30 km/h et qui bat 20 ou 30 fois des ailes par seconde, ça devient une photo d'action très très rapide, qui nécessite d'avoir des temps de pause souvent extrêmement courts, largement au-delà de 1/10 millième de seconde. J'ai commencé à mettre au point mes techniques alors que j'étais élève ingénieur à Besançon, et après une dizaine d'années d'efforts, j'ai réussi en fait à surmonter les différents défis techniques qu'il faut relever pour réussir à photographier enfin les papillons en vol dans leur milieu sans que la technique soit présente dans l'image.
Comme les papillons volent très vite et qu'il est absolument impossible de déclencher l'appareil photo à la main au bon instant, au moment où le papillon est au bon endroit dans le viseur, on a installé l'appareil photo à l'intérieur d'un caisson qui dispose d'un pan optique sur lequel on a un système de rayons laser de déclenchement. On va introduire le papillon par le côté du système ici à l'intérieur. Le papillon va sortir par la seule ouverture disponible qui se situe ici et qui est devant l'appareil photo. En croisant le rayon laser, ce boîtier électronique ici va détecter le passage du papillon et va déclencher l'appareil photo qui est à l'intérieur du caisson. Pour exposer correctement l'image avec un temps de pause extrêmement court, puisqu'on travaille à 1/8 de seconde, on utilise la lumière naturelle qui est autour de nous, mais également des flashs électroniques pour compléter la lumière naturelle. Donc au moment où le papillon va passer, je vais le simuler avec ma main ici, l'appareil photo se déclenche. Voilà. Il reste encore à enrôler les papillons, déclarés volontaires d'office, en prenant bien soin de ne pas abîmer leurs ailes. Ce que j'essaye de faire, c'est de montrer tout autant le papillon lui-même que l'environnement dans lequel il évolue. C'est pour ça que pour certaines images comme celle-ci, qui est la première pour laquelle j'utilise cette technique-là, je travaille des fois au grand angle pour bien montrer ici les fleurs d'aubépine dans lesquelles ce grand flambé évolue. Ce coucher de soleil a été réalisé en automne, au moment où le soleil descend très progressivement sur l'horizon, qui m'a permis d'avoir plus de temps pour travailler. Et pour avoir une image bien équilibrée, j'ai dû éclairer le papillon en contre-jour avec un flash électronique coloré pour reproduire la couleur du soleil. Cette photographie a été prise juste après un orage, le papillon à l'arrière des ailes extrêmement abîmé par les intempéries. C'est aussi un moment, l'automne, où ce papillon est en fin de vie. C'est pour ça qu'on ne trouve quasiment plus courant octobre que des papillons qui ont les ailes, comme on voit ici, très abîmées. Voici, je dirais, mon image préférée, puisque ça fait à peu près 10 ans que j'essaye de la réaliser. Ce papillon qui est un Apollon est un très grand papillon. Et un des intérêts sur cette image est qu'on voit très bien la flexion des ailes du papillon sous l'effet de l'air, puisque le papillon est ici en train de remonter ses ailes et on voit qu'elles fléchissent sous l'effet de l'air. Une image en gros plan d'un des grands papillons porte-queue vivant en Europe qui s'appelle un flambé. Cette image est un petit peu délicate techniquement réalisée puisque ce papillon vole quand même relativement vite et a un battement d'aile très rapide. Pour figer le mouvement ici, j'ai dû éclairer entièrement la scène au flash électronique et c'est la durée des éclairs des flashs en fait qui fige le mouvement. Cette image a été prise avec une durée d'exposition de seulement 1/30 millième de seconde. J'ai passé de nombreuses années à relever les défis techniques qui permettent de photographier les papillons en vol. Et j'ai été très honoré en 2004 de recevoir pour cette image-ci une mention technique de la part du jury du concours du Festival international de photographie animalière de Montier-en-Der, qui est quand même pour moi vraiment une reconnaissance du travail accompli pour arriver à ce type d'image. Au niveau matériel, les évolutions techniques depuis qu'on a commencé, ça a été fantastique. Nous, on a commencé nos premières images, on voyait à peine à travers le viseur, c'était un dépoli qui était très gris, très noir. Il fallait vraiment regarder à côté de l'appareil pour savoir si la lumière était bonne ou pas et si on pouvait faire des photos à ce moment-là. Après, on a eu une grosse évolution qui nous a énormément aidé pour le type de photo qu'on fait, c'est l'autofocus. Avant, une photo d'oiseau en vol, c'était un miracle. Maintenant, c'est devenu facile. Et puis après, il y a eu effectivement l'arrivée du numérique, là, en ce qui nous concerne, c'était il y a 2 ans. Et ça a aussi apporté pas mal de choses.
Ça n'a pas que des bons côtés d'ailleurs, mais ça en a certains. C'est tout bêtement au niveau prise de vue, on a besoin de beaucoup moins de lumière. Et du coup, on peut faire des photos beaucoup plus tard le soir, beaucoup plus tôt le matin, avec des lumières sous la pluie, des lumières très grises, et ça rend des choses vraiment bien qu'on ne pouvait pas faire avant. On est obligé après de télécharger nos images sur un ordinateur. On peut être vite tenté de modifier l'image et modifier les couleurs. C'est pas facile. Donc la diapo, elle était là, on avait l'hectale original, on ne pouvait vraiment plus tricher. Maintenant, avec le numérique, ça ouvre un peu plus possibilité à modifier les images. Et ça, pour moi, c'est important, surtout dans la photo de nature, en tous les cas, de le dire que l'image n'a pas été modifiée. Je veux garder cette authenticité. Après, c'est des documents qui sont naturels, qui sont vrais. Après, il ne faut pas que le grand public ait cette ambiguïté de se dire est-ce que c'était trafiqué ou non. C'est pourquoi certains photographes, comme Florent Cardinaux, préfèrent encore travailler en argentique. Car si le coût de la pellicule limite la productivité du photographe, les contraintes du travail sur diapositive témoignent de la qualité de son savoir-faire. Je travaille en diapositive. La diapositive permet vraiment de restituer les couleurs fidèlement. Donc on travaille par exemple avec des lumières, des contre-jours qui seront rendus très fidèlement sur la diapositive. Je ne recadre jamais également mes photos. Donc il faut que tout soit parfait dès la prise de vue. Quand j'appuie sur mon déclencheur, il faut vraiment que tout soit parfait. Pour certaines photos, les bonnes conditions sont réunies sur uniquement une dizaine de minutes. Par exemple, pour mes contre-jours sur le soleil couchant, ils sont réalisés vraiment dans les 10 dernières minutes de soleil. Les insectes constituent pour Florent des sujets de prédilection, notamment les papillons et les libellules, dont les ailes déployées offrent par transparence des couleurs resplendissantes. J'ai commencé à parcourir les prairies, à parcourir les forêts, à la rencontre des papillons du printemps, par exemple l'aurore, les citrons, ensuite au mois de mai les azurés, tous ces papillons-là que je connaissais, que je savais où trouver. Donc petit à petit, au début, je faisais des photos documentaires, c'est-à-dire banal, avec un décadrage banal, et puis petit à petit, j'ai pensé qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire tenter des cadrages originaux, trouver des lumières diffuses, des contre-jours, tout ça pour finalement aller au-delà de la photo documentaire et passer dans le domaine de photo vraiment artistique. Ouais, c'est pas mal ça. Ce soir, je vais essayer de photographier des ascalaphes, qui sont des sortes de papillons libellules aux ailes transparentes. On devrait pouvoir en voir par ici. Ah si, les voilà, ils sont sortis. Ah, ça c'est bien, c'est la première fois que je les vois là. Il est pas mal celui-là avec le soleil en contre-jour là. Je sais pas si je le cadre à droite ou à gauche. J'arrive pas à me décider. Peut-être en vertical, ça peut être intéressant. Voilà, c'est mieux. Je vais remonter à peine. La lumière qui passe en transparence comme ça à travers les ailes, c'est assez photogénique. Je vais tenter une photo au 18 mm en contre-plongée sur fond de ciel. Ça peut être intéressant. Donc il va falloir l'approcher très près, éviter qu'il s'envole évidemment. Centimètre par centimètre. Pas évident, faut pas que je bouge les herbes. Et je vois très bien, ils ont une très bonne vision latérale. Et merde. Ah, le voilà, il s'est reposé là. Il faut que j'écarte les graminées devant pour installer mon appareil. Voilà, on y va tout doucement. Ah, il était plus rapide que moi, c'est pas grave, il va se reposer un peu plus loin. Voilà, ça y est, j'ai trouvé une tige, il va monter au sommet. Voilà. Il n'est pas cabotin celui-là.
J'essaie d'en trouver un autre là. Il y en a un là-bas, je vois là. Voilà, c'est bien. Je suis vraiment au pifomètre hein, pour la mise au point. Là. Un peu au petit bonheur de la chance, mais bon. Voilà, tant qu'il ne s'envole pas, je vais faire des photos. Je vais varier les cadrages de manière à avoir le plus de photos différentes. Corinne, je vais essayer de m'approcher à peine plus. On va essayer d'en trouver un autre avant que le soleil se couche. Chaque photo finalement demande des conditions particulières. Alors souvent, les aléas climatiques font que la photo ne peut pas être réalisée un soir. Donc je retourne le soir suivant, etc. Donc finalement je persévère jusqu'à obtenir la photo qui me plaît vraiment, qui me rend heureux finalement, quoi. La nature finalement, je l'ai apprise comme ça sur le tas. Hein. Et puis vers l'âge de 18 ou 20 ans, c'est là que la passion de l'image est venue se greffer là-dessus. C'est le jour où j'ai vraiment tenu pour la première fois un appareil dans mes mains. Ça a été un jour extraordinaire parce que là j'ai compris que finalement on pouvait figer un mouvement de vie, un instantané de vie pour l'éternité finalement. Alors que ce moment il continuait ensuite, il se modifiait. Tout est éphémère, un papillon qui naît, il vit quelques mois, quelques semaines et puis il meurt. Mais la photographie permet de figer comme ça ce moment de vie. Et c'est ça qui est important pour moi. Cette photographie de faucon pèlerin elle représente beaucoup pour moi. Le faucon pèlerin, c'est un oiseau mythique tout d'abord. C'est l'oiseau le plus rapide du monde. Il vole très très haut pour repérer ses proies, des oiseaux. Et il fond sur elles ensuite en repliant ses ailes. Et c'est à cette occasion qu'il peut atteindre des vitesses dépassant les 300 à 400 km/h. Souvent il a des branches perchoirs au sommet de la falaise, au-dessus du vide, sur lesquelles il a ses habitudes. C'est aussi un oiseau très farouche, c'est-à-dire qu'il faut déjà l'habituer à la présence de l'affût avant de commencer les prises de vue. Donc souvent je pose mes affûts environ 2 mois à l'avance, de manière à ce que l'oiseau s'y habitue bien avant seulement de démarrer la phase de prise de vue. En faisant beaucoup d'heures d'affût, en général je fais 5 ou 6 heures d'affût d'affilée, j'arrive comme ça à photographier cet oiseau. Avant d'intégrer son affût, Florent doit préalablement s'assurer que le faucon n'est pas déjà posé sur la branche. Ces affûts se trouvent vraiment au bord du vide, hein, il ne faut pas avoir peur du vertige, dans des conditions souvent assez précaires, puisque cet oiseau se pose vraiment sur des branches au-dessus du vide. Silencieux comme une ombre, le rapace fait son apparition, magnifiquement éclairé par le soleil couchant. C'est un oiseau assez rarement photographié. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain pour le photographier. J'ai eu beaucoup de désillusions, mais lorsqu'on réussit une photo de lui, c'est vraiment un grand moment. Un de ces moments précieux qui rend si captivante la pratique de la photographie animalière.